Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue à votre émission de santé, santé pour tous. Pour le présent numéro, nous nous proposons de vous entretenir sur la chicha. Cependant, on ne peut pas parler de chicha sans faire le lien avec la cigarette, le tabac et la drogue. En effet, au cours de cette émission, les spécialistes vont apporter des précisions sur ces liens. La chicha, faut-il l'indiquer, est une substance qui depuis quelques années, tout comme la cigarette ou la drogue ou encore le tabac, est prisée par la jeunesse et notamment la jeune féminine. Selon une étude menée du côté du centre hospitalier universitaire Yalgado Ouedraogo et indiqué lors d'une conférence de presse, 25% des filles au Burkina Faso consomment la chicha, une substance qui, comme la drogue ou la cigarette, a des conséquences sur la santé des consommateurs. Le tabagisme étant la cause de plusieurs pathologies dont les plus fréquentes sont les cancers, les maladies cardiovasculaires et les maladies respiratoires, sans oublier la santé sexuelle et reproductive. Le tabac a une responsabilité majeure dans la survenue des bronchopneumopathies chroniques obstructives. Environ 10 à 15% des fumeurs développent une obstruction bronchique chronique. Le tabac est également incriminé dans la survenue de cancers d'autres organes tels que la vessie, le rein, le pancréas, le col de l'utérus. Pour en parler, nous avons comme invité sur ce plateau le professeur Gisèle Badoum. Bienvenue, professeur. Merci, madame. Également, sur ce plateau, nous avons le professeur Georges Ouedraogo. Bienvenue, professeur, Merci tous deux beaucoup. pneumologues. Le professeur Gisèle Badoum est pneumologue au CHU Yalgado Ouedraogo et chef de service adjointe au même CHU au service de pneumologie. Elle est enseignante à l'université Joseph Kizerbo. Le professeur Georges Ouedraogo est également pneumologue, tabacologue et spécialiste dans la prise en charge des apnées du sommeil au niveau du centre hospitalier universitaire Yalgado Ouedraogo. Il est également le coordonnateur de l'unité de sevrage tabagique du même CHU. Il est également enseignant à l'université Joseph Kizerbo. Avec eux, il sera question de savoir pourquoi la chicha est consommée par la jeunesse, notamment les jeunes filles, les conséquences de sa consommation, la dépendance et tout naturellement les solutions pour arrêter sa consommation afin de préserver sa santé. Avant d'échanger sur le sujet, nous allons suivre un micro-trottoir que nous avons réalisé dans la ville de Ouagadougou. Chicha, oui. Je ne me rappelle plus, mais je n'ai plus bonne souvenance. Mais je pense que... Est-ce que ce ne serait pas un aliment par hasard? Un aliment? Oui, chicha, je ne sais pas. Je pense que c'est arabe, non, je ne sais pas. Où. Chicha? Oui, je pense. Enfin, oui, je ne me... Vous ne connaissez pas? Vraiment, je ne suis pas sûr. Pas sûr. La chicha, vous ne connaissez pas? Vous parlez de la chicha? Non, non. Merci. La chicha, vous ne connaissez pas? Non. Vous parlez de la chicha? Bon, 2 fois. C'est quoi? Bon, c'est une chose dont on dirait sont les gens là qui... On dirait qu'ils fument ça comme de la cigarette, quoi. C'est comme de la cigarette? Oui. Et selon vous, c'est quoi exactement? Bon, selon moi, ça fait partie des excitants, quoi. Oui. C'est consommé par qui? Bon, 2 fois par les jeunes. Les jeunes. Oui, les jeunes. Les femmes? Oui, 2 fois aussi les femmes. Il y a des filles aussi. Surtout les filles, là. C'est un truc que les jeunes utilisent comme la cigarette. Oui. Tu as déjà vu des jeunes? Bon, oui. Et qu'est-ce qui
Bon, c'est juste pour fumer. Bon, je pense que c'est pour le plaisir. Bon, la chicha, je pense que c'est des trucs que les gens mettent dans de l'eau avec des produits bizarres pour consommer, pour fumer. La chicha, je pense que c'est une substance que je ne maîtrise pas. C'est genre une cigarette bon, que je vois des gens fumer et que je n'ai jamais consommé. C'est proche de la cigarette. Je vois des gens ils mettent ça dans... Bon, il y a un instrument, ils mettent ça et puis ils fument. Je n'ai jamais fumé. Donc, non, tout est mélangé. Des fois, ils sont en gros, femmes, hommes, et puis ils fument tous ensemble. Bon, je ne sais pas quel plaisir ils gagnent dedans. Pour moi, la chicha, c'est un truc que les jeunes utilisent pour s'amuser. C'est un peu comme de la cigarette. Filles comme garçons, les adolescents. Oui, souvent dans les restaurants, dans les maquis aussi. Il paraît que c'est une coction d'herbe qu'on a interdit ici. Voilà. C'est d'être de la drogue. C'est de la drogue? Bon, je ne sais pas comment le gouvernement a interdit. Alors, donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ou bien, hein? Vous avez déjà vu des jeunes? Jeunes, dans mon quartier, non. Voilà, j'ai entendu, j'ai vu ça dans la presse, et puis c'est tout. Voilà. J'en ai déjà entendu parler, mais bon, je ne vois pas ça trop quoi. Et vous? Non, non. C'est dans un tuyau comme ça et puis les enfants fument. Filles comme garçons. Quoique tous les deux gens la fument. Je dirais c'est... Bon. C'est un problème de santé en tout cas. C'est que les enfants fument dans les boîtes de nuit ou pas là. Oui, bon, je crois que c'est ça. Bon, les adultes, tout le monde, voilà, c'est pas un tuyau comme ça là. Je pense que voilà. Bon, c'est pour la santé, le risque de cancer et autres, tout ça. Oui, des conséquences bien aussi, bien sûr, j'en ai entendu parler. Parce que ça peut donner des maladies des poumons, comme par exemple la cigarette, la drogue. C'est pas vraiment bon pour la jeunesse burkinabé. On peut dire que c'est une cigarette que les jeunes aiment fumer. Les jeunes? Ouais. Vous avez déjà vu des jeunes fumer? Ouais. Des filles, des garçons? Oui. Et vous-même? Non, je ne fume pas. Non. Mais les conséquences, est-ce que vous avez déjà entendu parler des conséquences? Ouais, C'est quoi les conséquences quand on fume la chicha? Quand on fume la chicha, ça amène des problèmes de cœur, des poumons. Chicha? Non. Ça me... pas? Non. Non. Vous ne connaissez pas? Non. Jamais. Jamais. La chicha, bon, selon moi, ça détruit la santé. Et puis, il y a des substances qui font que anéantir corps humain, quoi. Oui, c'est très mauvais. Oui, j'en ai vu, mais on peut dire que c'est pas bon pour la santé. Professeur Badoum, votre réaction sur l'élément que vous venez de voir? J'ai été assez impressionnée parce que ma première impression était qu'ils ne sauront pas ce que c'est. Et là, je vois que tous les âges, on a pratiquement interrogé des adultes plus jeunes, un peu plus âgés, mais qui savaient quand même ce que c'est et qui savent même ce qui se passe. Ils disent a priori, voilà ce qui se passe dans les boîtes de nuit. Donc, ils savent tous l'effet nocif et ils savent même le mécanisme puisqu'ils ont parlé de tuyaux et ils ont parlé de filles et de garçons qui fument. Donc, ça veut dire que la population est consciente. On pense uniquement que c'est d'autres façons de fumer qui existent. Mais en les écoutant, ils savent qu'il n'y a pas que la cigarette qui est classiquement connue qu'ils connaissent. Tout à fait. Oui. Il y en a qui ont même abordé les conséquences. Exactement. Voilà, sur la santé. Professeur Georges Ouedraogo, c'est également votre avis? Oui, c'est également mon avis. Et puis j'ai été positivement marqué d'entendre parler de chicha, drogue. Il y a le lien qui est établi, donc ils savent bien que c'est pas quelque chose qui fait du bien à l'organisme et qui n'est pas autorisé donc à être consommé dans la commune de Ouagadougou, par exemple. Dans l'élément qu'on a pu suivre, on a vu que effectivement il y a des définitions, mais vous, en tant que spécialiste, quelle est la définition de la chicha? La chicha, exactement, c'est quoi? C'est une drogue, c'est la cigarette, c'est quoi exactement?
c'est comme une amphore, là, voilà, une jarre, et il y a un tuyau qui relie la jarre à la bouche. Donc la personne qui fume ne touche pas directement à la bouteille, mais c'est vrai qu'on met le tabac à l'intérieur sur du charbon et ça brûle. Et quand ça brûle, en fait, c'est cette fumée que la personne aspire à travers, voilà, il y a un petit embout et elle aspire. Donc c'est du tabac. C'est réellement du tabac, contrairement à ce que certains peuvent croire. Et en plus de ça, il y a la possibilité d'ajouter d'autres substances. Parce qu'on sait déjà que le tabac, c'est une drogue. Mais eux, ils peuvent ajouter d'autres drogues dures, ils peuvent ajouter des liqueurs, voilà, des parfums. Voilà, c'est eux maintenant qui composent en fait ce qu'ils inhalent. Et c'est ça qui est encore plus dangereux. Parce qu'il peut y avoir des réactions chimiques qu'eux-mêmes ils ignorent. Mais voilà, c'est... Alors, professeur Georges Ouedraogo, c'est quoi la chicha? Vous, en tant que spécialiste. La chicha, c'est un autre mode de consommation du tabac, il faut le dire comme ça. Et c'est vrai que c'est un... Les gens croient que c'est nouveau, mais ce n'est pas un phénomène nouveau. Hein. Dans l'histoire, il faut remonter jusqu'au XIVe siècle, où déjà on avait vu des fourneaux à pipe, en quelque sorte, et à eau. Maintenant, on appelle pipe à eau d'ailleurs. La chicha, c'est l'autre nom. Et les gens avaient plaisir donc à fumer. Surtout des feuilles de tabac. Mais comme l'a dit le professeur Badoum, maintenant il y a beaucoup de choses qui s'ajoutent. Ce qui est dans le mécanisme ici, c'est que la fumée de tabac va passer dans le récipient où il y a de l'eau, théoriquement, et va être refroidie par l'eau. Et ensuite, le consommateur va inhaler donc cette fumée qui est passée par l'eau et qui va être encore plus dangereuse que la fumée de cigarette, effectivement. Est-ce qu'il existe une autre appellation de la chicha? Oui, tout de suite, professeur Ouedraogo l'a dit, hein, pipe à eau, narguilé, voilà, c'est des appellations, voilà, mais ça veut dire la même chose. C'est la même chose que la cigarette électronique? Et c'est différent. Il faut noter que l'industrie du tabac essaie de diversifier l'accès au tabagisme de ses clients, hein, devant les lois qui sont votées dans les différents pays. Donc il y a plusieurs modes de consommation qui sont proposés. Donc la cigarette électronique, c'est totalement différent que la pipe à eau ou la chicha. Du reste même, c'est un peu confus. Maintenant, vous avez des e-chicha, des cigarettes, des chichas électroniques qui existent aussi. Heureusement, nous ne les avons pas encore au Burkina. Du reste, nous n'avons pas encore vu. Et c'est comme la cigarette électronique. C'est le même principe. Donc, une batterie qui va chauffer une solution qu'on va mettre là et qui va donc dégager cet aérosol que la personne va inhaler. Parce que la cigarette électronique, on parle beaucoup plus de vapotage, hein, parce qu'il n'y a pas de fumée dans la cigarette électronique. C'est un aérosol qui est là, des gouttelettes d'eau, si vous voulez. Hein, alors que pour la chicha, c'est toujours de la fumée aussi, mais la fumée qui passe par de l'eau et qui va être refroidie par de l'eau avant d'être inhalée. Donc vous avez la cigarette, vous avez la chicha, vous avez la cigarette électronique, vous avez la chicha électronique aussi qui existe. Professeur Badoum, pour ce qui est de la jeunesse, notamment les filles, qu'est-ce qui peut expliquer donc ce phénomène nouveau, je dirais, dans l'univers de la jeunesse au niveau du Burkina Faso? Qu'est-ce qui peut expliquer exactement le fait que les filles s'intéressent de plus en plus à la chicha? Vous savez, quand on regarde le mode de vie des jeunes, ils se déplacent, ils font leurs activités, toujours filles comme garçons, il n'y a pas de distinction. Donc, ils se retrouvent. Et quand on voit où la chicha est fumée, c'est en général dans les boîtes de nuit, comme l'a dit quelqu'un tout à l'heure, c'est dans les grains, et ils se retrouvent à domicile, ils amènent eux-mêmes le dispositif. Et en général, il y a autant de filles que d'hommes. Souvent, les jeunes filles, elles sont là avec leurs petits copains. Donc, il y a cette parité qu'on retrouve très souvent. Et le garçon, tu fumes, je fume. Et aujourd'hui, vous savez que les jeunes filles aussi, elles veulent montrer qu'elles ont une autorité, elles veulent s'émanciper. Et du coup, ça ne les dérange pas parce que dans leur tête, elles se disent, c'est pas nocif. Professeur Ouedraogo Georges, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, au fond, le danger, c'est ce qui a été dit. Elles pensent que c'est pas dangereux de consommer de la chicha.
alors qu'elles ignorent un peu les méfaits qu'il y a donc à consommer la chicha. Il y a cette convivialité qu'on a, ce plaisir de découvrir un produit nouveau, et c'est tout ça qui pousse les jeunes filles. Elles sont en groupe, donc elles ne fument pas individuellement. Bon, c'est tout un groupe qui fume, et le fait de consommer en groupe favorise l'accès donc ou l'adhésion à la consommation. Et puis c'est un embout buccal qu'on se partage. Donc je prends, je tire un peu et je te donne, tu tires aussi. Donc il y a ce partage qu'on a et qui favorise la consommation, alors que c'est un partage aussi de maladies, puisque malheureusement, en utilisant le même embout, il y a le risque de transmettre donc des maladies à l'autre. Parlant toujours donc des causes ou encore de la frange qui est touchée, pour les études que vous avez dû mener au niveau lors de la conférence entrant dans le cadre de la semaine sans tabac, vous avez évoqué donc le fait que les filles soient portées donc de plus en plus sur la chicha. Est-ce qu'il y a des tranches d'âge? Oui, la tranche d'âge quand même, c'est les 12-28 ans, comme on dit la population jeune. Et vous l'avez dit tout à l'heure, avec quand même près de 24-25% de jeunes filles, on voit quand même que c'est beaucoup. Et les élèves et étudiants aussi. On a pratiquement 76% d'élèves et étudiants qui fument la chicha. Donc, vous voyez que c'est eux qui devaient être normalement les messagers pour dire que c'est nocif. Mais cette tranche d'intellectuels, en fait, je dirais, voilà, le futur, en fait, eux-mêmes, ils sont en plein là-dedans. Ils donnent l'exemple, même à ceux qui ne savent pas ce que c'est. Professeur, vous voulez ajouter? Oui, juste préciser que les données qu'on a fournies tout de suite, c'est une étude qui a été faite donc dans la ville de Ouagadougou. Ce n'est pas tout le Burkina Faso. Donc les 25% de filles qui en consomment, c'est uniquement dans la ville de Ouagadougou. Okay. Mais c'est vrai que sur le plan national, il y a eu l'enquête STEP en 2021 qui a montré que parmi les consommateurs de tabac, sur le plan national, il y a 2,7% qui consomment la chicha au niveau national. Mais même au niveau national aussi, on se rend compte que les filles ou les femmes, de façon globale, ont plus tendance à préférer la chicha que la cigarette. Du reste, elles préfèrent la pipe, par ordre d'ailleurs. Elles fument plus la pipe, et en deuxième position, la chicha, et ensuite, la cigarette vient en troisième position. Donc, c'est un mode de consommation que beaucoup pensent que c'est nocif, donc y adhèrent sans trop se poser de questions. Est-ce qu'à partir donc des études qui ont été menées, vous pensez que le phénomène est devenu un problème de santé publique? Oui, le phénomène est déjà un problème de santé publique. C'est vrai qu'on a fait une enquête en 2013, mais je ne crois pas qu'on ait ciblé la consommation de la chicha. Mais dès 2021, l'enquête de l'année dernière montre que partout dans le pays, les gens consomment la chicha, même si cette consommation est plus marquée dans les zones urbaines et périurbaines que dans le milieu rural. Et je crois que c'est un problème qui est là. Le problème n'est pas tant simplement la consommation de la chicha classique, mais comme ça a été dit, le fait qu'il y ait des associations, des mélanges, puisque nous sommes rendus compte que certains jeunes mettent du cannabis associé donc aux feuilles de tabac, associé donc aux arômes pour un peu aromatiser un peu cette fumée. Et au lieu de mettre de l'eau, ils vont mettre des liqueurs, ils vont mettre de la bière, et pas mal d'autres substances, même les boissons énergisantes, on en a vu, qui en mettent. Et vous voyez que ça fait un mélange de beaucoup de produits, avec un mélange certainement d'effets néfastes. Professeur Badoum, professeur Georges Ouedraogo a relevé le fait que ce soit un milieu urbain. Qu'est-ce qui explique le fait que ce soit plus un milieu urbain qu'un milieu rural? Est-ce le problème de coût, selon vous? Pourquoi? Probablement, parce qu'il y a le problème de coût et les médias. En milieu urbain, les jeunes ont plus facilement accès aux panneaux publicitaires, à la télévision, à l'Internet. Voilà, ils sont dans des réseaux où ils ont quand même plus accès à toutes ces publicités, je dirais, entre guillemets. Et en milieu urbain, c'est des jeunes qui ont plus tendance à voyager, à aller vers l'extérieur qu'en milieu rural. Donc, voilà, ils sont dans un milieu où c'est favorable. Ils savent ce qui se passe à l'extérieur et ils ont également plus le pouvoir d'achat
que ceux qui sont en zone rurale. Et quand on sait aussi en milieu urbain, on a un peu toutes les catégories socio-économiques, je dirais, les croyances. Voilà, en milieu urbain, on est un peu libre, je dirais, entre guillemets. Mais en milieu rural, tout le monde se connaît, on est pointé du doigt dès qu'on fait quelque chose, donc tout ça, ça joue. Quelque chose de mauvais. Voilà. Et lorsqu'une personne commence par consommer la chicha, est-ce qu'il y a des signes, notamment des signes donc, qui montrent que cette personne, elle consomme la chicha? À ma connaissance, il n'y a pas encore de signe spécifique qui permet de, en voyant quelqu'un, quelqu'un qui présente ce signe ou ces signes, on va dire d'emblée que cette personne consomme la chicha. Au début, c'est la découverte. Hein. C'est comme toute addiction. On n'entre jamais dans une addiction sans plaisir. Donc, il n'y a pas de signe au départ. Mais comme d'ailleurs le micro-trottoir l'a montré, les signes vont apparaître plus tard. C'est presque les mêmes signes que pour ceux qui consomment donc la cigarette essentiellement ou la drogue. Puisque ici la consommation est mixée. Hein, il y a du tabac. Parce que le tabac est une drogue. Même si c'est une drogue licite, le tabac aussi est une drogue. Donc il y a ce mélange de tabac, de cannabis ou autre drogue. Et ce qui fait qu'après, on peut voir les troubles du comportement qui vont apparaître. Mais tout cela n'est pas au début. Hein. C'est un phénomène de groupe, mais malheureusement, la réaction, évidemment, est individuelle parce qu'exposés au même danger, mais ils ne vont pas réagir de la même manière et pas dans le même temps aussi. Professeur Baton, vous voulez ajouter quelque chose? Pas particulièrement, mais il faut dire peut-être que comme il a dit, il n'y a pas de symptômes, mais il y a des petits signes qui peuvent orienter peut-être l'entourage de la personne par l'odeur. Un jeune, il rentre à la maison, ses parents sentent une odeur, il a fumé, on sent une odeur particulière, comme il a dit, le cannabis, l'odeur du tabac ou l'odeur de la une odeur qui peut alerter peut-être qu'il a sur lui, sur ses habits, parce qu'il était dans un milieu particulier. Donc là aussi, il faut prêter attention quand même. Les jeunes qui sont là autour, ça c'est un clin d'œil aux parents. Quand même, il faut faire attention aux habits même des enfants parce qu'ils arrivent, ils suspendent les habits. Rien que par l'habit, il y a des parents comme ça qui ont su que l'enfant consommait la chicha parce que l'odeur était particulière. Voilà. Ils ont cherché à comprendre. Pour le tabac, ça c'est plus facile parce que là, le tabac fumé, là c'est plus facile. Cigarette, pipe, cigare. Mais le problème avec la chicha, c'est les arômes qu'on ajoute. Au fond, ça fait arôme fruits, donc ça cache un peu les odeurs, au fond. Je préfère dire les odeurs que le parfum. C'est masqué. Donc il faudra voir des enfants qui passent plus de temps dehors et qui se retrouvent avec des groupes, parce que c'est toujours des consommations en groupe, même s'il est vrai qu'on a miniaturisé la chicha maintenant. Vous avez des petites chichas tout à fait jolies là pour tenter les gens. Donc il y a des consommations individuelles, mais pour l'instant ici la consommation est beaucoup plus en groupe. Donc il faut faire attention quand les enfants sortent et pourquoi pas s'entretenir avec eux. Déjà on pourra avoir une idée s'ils consomment ou pas. Professeur Georges, vous êtes le coordonnateur de l'unité de sevrage tabagique qui a ouvert ses portes en 2017, précisément en mai 2017. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de cette structure? L'unité d'aide au sevrage tabagique est venue combler un vide qui était constaté depuis longtemps dans notre pays, puisqu'on a commencé par les programmes de sensibilisation, mais on ne faisait que la sensibilisation avec la loi qui tentait de faire un peu de répression, mais on ne proposait pas une sorte d'aide à ceux qui voulaient se délivrer de cet esclavage, si vous me permettez l'expression. Et donc, l'unité a été créée pour justement, premier objectif, aider ceux qui veulent arrêter la consommation du tabac et les permettre d'atteindre cet objectif d'arrêt. Le deuxième objectif aussi, c'est de dépister et de prendre en charge des maladies liées à leur tabagisme, parce que déjà, malheureusement, certains, au stade où ils veulent arrêter, ont déjà des maladies, donc il faut les identifier et les prendre en charge. Troisièmement aussi, c'est faire la recherche sur le tabagisme dans notre pays pour avoir des données propres au Burkina Faso. Et enfin, quatrièmement, c'est contribuer aussi à la formation et à la sensibilisation sur le tabagisme. Et nous recevons donc tous les jours ouvrables, donc du lundi jusqu'au vendredi, des patients qui viennent ou des clients, on peut faire les appeler clients au lieu de patients,
Et dès qu'ils viennent, donc, on va ouvrir un dossier médical. On va collecter leurs informations personnelles, poids, taille, tension artérielle et aussi l'histoire de leur tabagisme. On va évaluer leur motivation à l'arrêt. On va évaluer leur dépendance au tabagisme. On va identifier avec eux les facteurs qui les ont poussés à consommer du tabac ou qui les maintiennent dans la consommation. On va voir aussi s'ils ont des craintes à l'arrêt, parce qu'il y en a qui ont peur à l'arrêt, soit de maigrir, soit de grossir beaucoup plus. Donc il y a beaucoup de craintes. Et ensuite, on essaie d'évaluer s'il n'y a pas de l'anxiété ou de la dépression. Et tout ça mis ensemble, nous permet de prendre une décision de prise en charge, parce que la prise en charge est individuelle, est personnalisée. 5 patients devant vous, vous ne pouvez pas les prendre de la même manière comme 5 patients qui ont le paludisme et que vous allez soigner avec les mêmes médicaments. Ces 5 patients fument peut-être la chicha, tous fument même s'ils fument la chicha, même s'ils sont au même degré de dépendance, avec le même degré de motivation, vous allez voir qu'il y a des facteurs individuels sur lesquels vous pouvez agir pour réussir et des facteurs individuels sur lesquels vous pouvez aussi vous appuyer pour éviter des rechutes éventuellement. Et on va rester sur la prise en charge. Qu'en est-il de cette prise en charge-là concernant les consommateurs de la chicha au niveau de l'unité? Il faut avouer d'emblée que les gens ne viennent pas parce qu'ils consomment la chicha. Non. Ceux qui viennent, c'est souvent ceux qui ont des consommations, je dirais, mixtes. Mais c'est des consommations mixées, c'est plus exact. Parce que non seulement ils consomment la cigarette, ils consomment du cannabis et ils consomment aussi la chicha. Tout compte fait, dans le dossier, on a toutes ces informations. Et quel que soit le mode de consommation, le type de tabac consommé, nous essayons de voir un peu quelle est la dépendance et la motivation, et nous proposons donc une prise en charge adaptée à la personne pour apporter la délivrance en quelque sorte. Professeur Bado, est-ce qu'au niveau du CHU, Yalgado Ouedraogo, précisément au service de pneumo, vous prenez en charge les personnes qui fument la chicha également? Peut-être ce qu'il faut qu'on précise, c'est que l'unité de sevrage tabagique, en fait, appartient au service de pneumo. C'est vrai qu'il est hors de l'hôpital, mais c'est une unité fonctionnelle du service de pneumo. Donc, vraiment, les choses sont tellement liées. Et dès qu'on a un patient qui vient, parce que les consultations externes, en fait, un patient qui vient parce qu'il tousse, parce qu'il a un problème respiratoire, ce n'est pas à l'unité de sevrage tabagique qu'il vient, mais il vient plutôt au service de pneumo. Mais ça peut arriver parce qu'il sait qu'il y a des médecins là-bas. Il peut venir à l'unité de sevrage tabagique parce qu'il fume et qu'il tousse. Mais la majorité des patients, quand même, quand ils ont des problèmes respiratoires, c'est directement au service de pneumo. Et quand le patient arrive au service de pneumo, même quand il vient pour une autre pathologie, il ne vient pas dire qu'il fume. Il vient dire qu'il tousse, qu'il a des problèmes respiratoires. Et dans le dossier médical qu'on a systématiquement, on pose la question au patient, est-ce que vous fumez? Est-ce que vous avez fumé? Parce que souvent, il y en a qui disent non, je n'ai jamais fumé. Si vous dites oui, et vous demandez quel mode, la fréquence. Voilà. Dans quel mode d'abord? Et c'est là qu'il vous dira si c'est la chicha. On pose bien la question parce que ça peut être la cigarette, ça peut être, on a parlé, voilà, ça peut être la cigarette électronique, mais on demande quel type. Parce que les gens, et on pose même, on oriente un peu les patients parce que tout à l'heure, vous voyez que pour eux, la chicha, c'est pas forcément un mode de fumer. Donc, on pose la question. Est-ce que vous fumez? Est-ce que vous avez fumé? Et à partir de là, maintenant, s'il fume la chicha, il y a un questionnaire qu'il remplit pour voir sa motivation. Est-ce qu'il veut vraiment arrêter? Et voilà. Et on l'oriente maintenant avec un bulletin vers l'unité de sevrage. Donc, il y a vraiment un lien très, très étroit entre les deux structures. Oui, voilà. Et professeur Georges Ouedraogo, est-ce qu'au niveau de l'unité de sevrage, toutes les conditions sont réunies pour la prise en charge donc, des personnes, des clients que vous recevez? Malheureusement, pas toutes les conditions. Au départ, on avait défini un ensemble de conditions nécessaires pour une très bonne qualité de la prise en charge. Mais malheureusement, nous n'avons pas pu obtenir toutes les conditions nécessaires, mais le minimum suffisant est disponible. Il y a des ressources humaines compétentes qui sont là, et puis on a quelques moyens pour un peu évaluer le tabagisme et aider donc ceux qui veulent arrêter. Il faut dire que l'unité est en dehors de l'hôpital, mais nous avons des points focaux, des répondants, si vous voulez, dans les différents services. C'est vrai que ça marche plus avec le service de pneumologie, mais dans les autres services de l'hôpital aussi, si
un patient est reçu dans ce service et consomme de la cigarette et nécessite donc un sevrage, il y a un lien qui s'établit avec l'unité pour que la personne vienne. Grosso modo, il y a 5% de nos clients qui sont référés par leur médecin. Professeur Badoum, en 2021, la consommation de la chicha a été interdite dans la ville de Ouagadougou, notamment une décision de la commune et qui vise à renforcer la lutte contre l'usage et la consommation du tabac et des produits du tabac. Alors, donc, comme on a pu le suivre dans l'élément du micro-trottoir, il y en a qui ont évoqué les conséquences. Et il y a même un qui a dit que si les autorités communales ont eu à prendre donc cet arrêté, c'est qu'il y a quelque chose de mauvais là-dedans. Et il y en a aussi qui ont évoqué les conséquences. Quelles sont les conséquences donc sur l'organisme? Déjà sur l'organisme, c'est du tabac. C'est du tabac, c'est nocif et on sait que le tabac, c'est démontré. Déjà au niveau respiratoire, c'est la première cause des cancers bronchiques. Donc chez quelqu'un, dès qu'on parle de cancer, au niveau pulmonaire, voilà, je dirais pulmonaire, on pense à tabac. Donc c'est la première cause de cancer du poumon. Voilà. Ensuite, après maintenant, mais il faut que les gens sachent que ça ne se limite pas seulement au poumon, c'est ça en fait. Il y en a qui disent « Oh, moi je ne tousse pas, j'ai pas de problème respiratoire ». Mais on sait que tous les organes peuvent être atteints. Et c'est dommage, on aurait... Est-ce qu'il peut arriver des moments où les conséquences ne sont pas directement au niveau des poumons, mais que ça puisse commencer ailleurs? Bien sûr. Sur un autre organe. Oui, voilà, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Sur la peau, professeur Georges peut le dire, les dermatologues. Au fond, il faut dire qu'en 7 secondes, dès qu'on tire la bouffée de cigarette, en 7 secondes, la nicotine arrive au cerveau. Donc d'emblée, le cerveau va être touché et il y a des récepteurs qu'on appelle les récepteurs nicotiniques qui vont accueillir la nicotine et le système d'information va être perturbé très très vite. Hein. Donc il y a cette perturbation qui est là. C'est vrai que les cancers apparaissent un peu plus tard, mais on a vu que les maladies cardiovasculaires sont souvent plus précoces, l'hypertension artérielle, les accidents vasculaires cérébraux. Et je partageais un témoignage d'une jeune fille de 25 ans que nous avons vue qui prendre la contraception par voie orale, des estroprogestatifs, et malheureusement, les deux ne font pas bon ménage, prendre des pilules et fumer la cigarette. Et à 25 ans, elle a fait un accident vasculaire cérébral. Elle avait une hémiplégie. Donc, c'est les causes qui s'installent, j'allais dire, plus rapidement que les cancers. Mais il y a les rides qui apparaissent plus précocement. Il y a cette difficulté à marcher sur certaines personnes parce que les artères sont bouchées. On parle d'artérite oblitérante des membres inférieurs. Les gens pensent cancer, mais il y a des petites choses tout aussi graves qui vont apparaître malheureusement si on ne prend pas garde. Vous voulez ajouter quelque chose, professeur Badoum? C'était pour dire que souvent les femmes qui aiment bien l'esthétique, bien leur peau, elles sont étonnées après d'avoir des peaux, comme l'a dit professeur Ouedraogo, elles sont ridées, elles sont fanées parce que ça fragilise, avec tout ce qu'il y a comme conséquence sur le plan en dermato. Donc il faut savoir tous les organes. Le corps du fumeur, c'est assez parlant. Celui qui voit ça, je crois qu'il ne se pose même plus de questions. Il sait quels sont les organes qui sont atteints. C'est-à-dire, c'est des cheveux jusqu'aux orteils. À vous entendre parler, c'est surtout au niveau de la jeune fille, les conséquences. Vous savez, c'est les femmes qui payent souvent les lieux au tribut. C'est pas surtout, mais à niveau égal, la femme, elle fume, le garçon, il fume. Ils vont peut-être développer les mêmes symptomatologies, mais à un moment donné, la jeune fille, elle se marie, elle veut avoir un enfant. C'est dangereux pour son fœtus, pour le bébé. Même si le père fume, c'est plus dangereux que la maman fume parce qu'elle, elle porte le bébé en ce moment. Et donc, il y a des risques de mort du fœtus dans le ventre, d'accouchement prématuré, d'enfants qui naissent avec des petits poids. Voilà, tout ça c'est un risque parce qu'elle est déjà... Voilà. Et même comme on l'a dit tout à l'heure, l'esthétique, les femmes aiment bien l'esthétique. Voilà. Et la prise d'œstroprogestatif aussi, comme on l'a dit. Elle veut prendre une contraception à base d'œstroprogestatif. Elle fume et puis les conséquences, c'est elle. Alors qu'elle a fumé avec des garçons. Voilà. Alors, au niveau de l'unité de sevrage tabagique du CHU,
lors de la conférence de presse également que vous avez animée dans le cadre de la semaine sans tabac, vous avez évoqué des chiffres. Des fréquentations au niveau du centre. Est-ce que au niveau donc des chiffres que vous avez évoqués, il y a des chiffres concernant la consommation de la chicha? Nous n'avons pas mis en exergue la consommation de la chicha. Elle est peu avouée au fond. C'est quand nous avons par les consommateurs. C'est vrai qu'il y a une place où il faut cocher, mais comme c'est un questionnaire qui est auto-rempli par les clients qui viennent, il y en a qui omettent. On a beau poser la question, c'est un peu nié. Parce que, vous voyez, la consommation de la chicha n'est pas quotidienne comme pour la cigarette. La consommation de la chicha se fait beaucoup plus, soit une fois par semaine, soit 2 fois par semaine. Les études... Est-ce à cause du coût? Non, je crois que c'est le côté convivial, au fond. Les gens peuvent se retrouver en groupe, et c'est le week-end le plus souvent, ou quand ils sortent avec des amis en semaine. Donc, on s'est rendu compte que le maximum consomme le week-end. Il faut savoir qu'une séance de chicha équivaut, grosso modo, équivaut à 2 paquets de cigarettes. Pour fumer une cigarette, c'est quoi, 8-12 bouffées en 5 minutes. Alors que la chicha, vous allez atteindre près de 50 bouffées en au moins 30 minutes de consommation. Donc, ce qui fait que si on est seul, on va consommer près de 40 cigarettes, grosso modo. Mais si on le partage avec beaucoup aussi, on partage la nicotine qui est dedans, le monoxyde de carbone qui est dedans, et qui est plus riche, qui est plus dense au fond que la cigarette. C'est ce qu'on oublie. Et à chaque fois, on dit non, c'est rafraîchi, c'est aromatisé, mais il y a plus de monoxyde de carbone, il y a plus de nicotine, il y a plus de goudron dans la chicha que dans une cigarette. Et concernant donc la prise en charge des personnes donc qui consomment, est-ce que vous avez des cas de succès et en termes de chiffres, peut-être en termes de résultats attendus, est-ce que vous êtes satisfait? Je crois qu'on a des résultats qui sont là et on peut être satisfait. C'est pour ça d'ailleurs qu'on est toujours dans le domaine depuis les 5 ans que ça dure, grosso modo. Nous sommes à plus de... Au 15 mai, nous étions à 1311 clients donc, accueillis au niveau du centre. Et le taux de succès tournait autour de 18% de personnes qui ont arrêté la consommation. Mais il faut avouer que près de 40% sur les 1311 ne sont pas revenus au 3e rendez-vous. C'est-à-dire qu'ils viennent pour la première fois, on les voit, on initie le sevrage, on vérifie si tout marche bien et certains ne reviennent pas au 3e rendez-vous. Et ça ne nous permet pas d'avoir une bonne qualité de nos données. C'est vrai qu'on a essayé d'interroger les gens, on s'est rendu compte que près de 60% avaient arrêté. Mais nous ne pouvons pas intégrer puisqu'ils ne sont pas venus pour qu'on puisse s'entretenir avec eux. Mais ça veut dire que ça marche, la prise en charge. Si vous fouillez la littérature internationale, on tourne autour de 18-20% de taux d'arrêt dans les unités de sevrage tabagique. Et donc, nous pouvons dire que ça marche. Et ça peut bien marcher si les gens viennent. Et donc, arrêter de consommer le tabac est possible si on sollicite de l'aide. Et l'aide existe pour ceux qui sont à Ouagadougou. Est-ce qu'avec les taux de succès que vous avez pu engranger, il y a par exemple des perspectives, des initiatives donc, qui visent à peut-être regrouper ces gens-là en réseau afin qu'ils puissent être des relais, des personnes donc, qui puissent témoigner de leur vie d'avant et puis de maintenant, le changement de sorte à sensibiliser? Tout à fait. Nous avions prévu des groupes de parole qui allaient intégrer des anciens consommateurs, des consommateurs actuels, des parents d'enfants consommateurs. Mais c'est vrai que l'expérience n'a pas duré dans le temps. Malheureusement, nous n'avons pas la ponctualité comme rigueur principale et les gens viennent attendre et nous n'avons pas animé ces sessions pendant longtemps. Mais l'idée est là de pouvoir avoir ces groupes de parole, même si on n'a pas une association. Une association, ce serait mieux. Mais pour l'instant, nous tablons sur les groupes de parole et nous pouvons les réunir de temps en temps. Du reste, pour cette semaine, on a essayé de faire un entretien avec quelques anciens fumeurs qui sont venus et qui ont partagé leurs témoignages. Et la presse écrite, je crois, dans les jours à venir, va essayer de publier ces témoignages pour montrer que la prise en charge existe, elle est efficace si les personnes suivent les conseils qui leur sont fournis.
Et professeur Badoum, est-ce que au niveau donc toujours de la prise en charge, est-ce que la famille peut apporter quelque chose? Oui, vous voyez, tout à l'heure, on a parlé de beaucoup d'aspects qui poussent les gens à fumer la chicha. Et donc, la famille, déjà, tout à l'heure, on le disait, comme c'est souvent chez des jeunes, c'est très souvent des jeunes, vous voyez la tranche d'âge, c'est que les parents, déjà, aient l'œil sur les enfants, je dirais, qu'ils s'intéressent à ce que les enfants font. Un enfant qui disparaît toute une journée, qui ne rentre pas très tôt le soir, il faut chercher à savoir où il va d'abord. Et même pouvoir s'entretenir avec les jeunes en leur expliquant les méfaits de fumer la chicha. Donc, c'est un apport très, très important. Et même les endroits où ils vont fumer cette chicha, parce que, bon, maintenant, vous voyez que c'est interdit, ça veut dire que c'est fait de façon clandestine. Et ce sont ces gens qu'il faut sensibiliser, qui, dans les boîtes de nuit, dans certains endroits, des cercles privés, voilà, il faut vraiment expliquer aux adultes, je dirais, aux plus grands, les méfaits de la chicha pour qu'eux, ils puissent sensibiliser ces jeunes et leur faire savoir que c'est possible d'arrêter, c'est possible de ne plus fumer. Professeur Georges Ouédraogo, que faire face à un enfant qui fume, face à une connaissance, un parent qui fume? Quelle est la conduite à tenir? Je crois que la première conduite, c'est de ne pas paniquer. Nous avons vu des parents qui se sont laissés entraîner par la panique et personnellement, certains même sont venus jusqu'à domicile pour s'entretenir avec moi. Ça fait peur, je comprends, mais il faut rester calme et serein parce que c'est dans le calme qu'on peut trouver la force nécessaire pour faire face à cette situation. Je crois que ce que la famille peut faire, c'est montrer de l'amour pour les enfants. Et beaucoup d'enfants, quand j'ai échangé avec eux, c'est ce manque d'amour. Il y a un qui m'a dit, le week-end, papa me donne sa carte. Et me dit, vas-y, va faire ce que tu veux. Donc il fait ce qu'il veut. Mais ce n'est pas ce qu'il souhaite au fond. Ce qu'il souhaite, c'est que papa prenne soin de lui. Papa, au fond, s'entretienne avec lui. Il y a un qui m'a dit, si papa pouvait, c'est toujours les papas du reste, je me rends compte, si papa, maman apparemment fait son travail, on dirait, mais peut-être pas toutes les mamans, mais bon, et il me disait que si papa pouvait simplement, s'entretenir avec moi, bonjour, comment s'est passé l'école ce matin? Ben ça c'est très bien, tu as eu des problèmes, est-ce que tu as bien mangé? Mais non, quand je viens, il me dit, vous avez fait le devoir aujourd'hui, est-ce que tu as trouvé, il y a les notes, montre-moi les notes, et si c'est pas bon, il me menace, donc je sors, et mes copains m'accueillent, que ça va pas, tiens, prends, consomme. Donc, au fond, il n'y a pas cette ambiance d'amour dans le foyer, dans la famille, qui permet aux enfants d'être protégés contre ces dangers qui gravitent autour d'eux. Et je crois qu'il faut aimer les enfants. Et même si vous vous rendez compte que l'enfant consomme, ne le menacez pas. Non. Essayez de vous entretenir avec lui et de comprendre quel est son problème. Et je trouve qu'il vaut mieux que les deux parents s'engagent vraiment dans cette prise en charge, parce que nous avons reçu des parents qui sont venus, je prends l'exemple, c'est toujours les hommes malheureusement, ils viennent, vous voulez leur poser des questions par rapport à la consommation de drogue de sang et dire moi c'est sa maman qui m'a dit de l'accompagner, c'est pour ça que je suis venu. Vous savez, moi, l'enfant il n'a qu'à faire ce qu'il veut. Et là ça pose problème, c'est comme si c'est maman qui est là pour punir, pour menacer. Il faut que les deux parents s'associent et témoignent de l'amour à l'endroit de leur enfant et ensemble essaient de trouver une solution. C'est pas en donnant l'argent à l'enfant pour qu'il fasse ce qu'il veut, c'est pas en le menaçant qu'on va pouvoir l'aider à arrêter sa consommation, mais c'est en l'intégrant dans la cellule familiale, dans l'amour de la famille, et je crois que là on peut réussir. Et du reste, les agents de santé sont là aussi pour aider, mais je crois que tout commence à la maison et à l'expression de l'amour à l'endroit des enfants, surtout qui consomment la drogue. Merci beaucoup, professeur. Professeur Badoum, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ou encore des conseils à l'endroit donc de ceux qui fument, de ceux qui ne fument pas, des familles? On va parler aussi de l'école. Oui, parce que ça commence, on sait que l'enfant passe peut-être même, je dirais, 50%, sinon même plus de son temps en milieu scolaire, en milieu universitaire. Alors si les jeunes pouvaient
déjà, les jeunes peuvent se mobiliser, ceux qui croient vraiment que c'est nocif, ils peuvent en parler autour d'eux à l'école. Et ensuite, les établissements d'enseignement aussi doivent prendre le relais. Ils doivent pouvoir avoir des conférences, des réunions, des séances de sensibilisation à l'endroit de ces enfants. Oui. Parce qu'il y a également des conséquences sur les études. Oui, bien sûr. Sur le rendement scolaire, sur l'absentéisme à l'école. Je crois que nous encourageons, comme l'a dit le professeur Badoum, qu'il y ait des clubs anti-tabac dans les établissements d'enseignement primaire. Déjà au primaire. Pour la chicha, le plus jeune consommateur que nous avons vu, c'est 5 ans. Donc vous voyez qu'on est même en préscolaire. 5 ans. Il avait 5 ans et il était en train de fumer avec son frère qui avait 12 ans. Et donc c'est le grand frère qui entraînait donc le petit frère. On peut dire ça, ou que le petit frère s'est laissé entraîner. À 5 ans. À 5 ans, voilà. Ça veut dire qu'il faut commencer tôt. Je crois que dès l'enseignement primaire, je crois qu'il y a une école qui nous a approchés pour que nous venions au niveau de la maternelle même pour en parler parce que les enfants posent des questions. Donc nous avons dit que c'est une expérience à tenter pour voir. Certainement, il faut très tôt, au niveau de l'école, en parler et dire aux enfants, parce que il n'y a aucune école dans le Burkina Faso où il n'y a pas de drogue disponible. Spécifiquement à Ouagadougou, dans toutes les écoles, on peut avoir de la drogue sous plusieurs formes. Hein? Et en classe, en cours de récréation, c'est disponible et accessible. Donc, il faut que les parents soient conscients, l'association des parents d'élèves en soit conscients, les enseignants en soient conscients, et qu'ensemble, on voit ce qui peut être fait pour aider nos enfants à ne pas entrer dans ce cycle qui, malheureusement, entraîne donc la décadence tant au niveau de la famille que de toute la société. On a vu des images, des vidéos qui ont circulé sur le net où on évoquait même le fait qu'il y ait des bonbons, de la drogue donc qui soit contenue dans des bonbons. Est-ce que vous avez peut-être mené des études sur ces cas spécifiquement? Non, peut-être professeur, mais pas spécialement. Non. C'est juste quand on est allé pour voir ce qu'il y a, on voit qu'il y a ce type-là de drogue qui existe un peu partout. Donc c'est tout, on n'a pas fait d'études spécifiques, mais il y a toutes les formes possibles. Hein, et c'est ce que nous disons aux jeunes filles, surtout de faire attention, parce qu'on a eu un club, vous savez, les jeunes vont dans des clubs, ils louent même des villas où ils font des fêtes, et on s'est rendu compte qu'ils droguaient certains enfants, et on a interrogé, on a dit que comment on peut venir à un anniversaire cadeau, vous croyez qu'on peut faire comme ça? Donc je disais aux jeunes filles, faites attention, quand vous allez à un anniversaire, vérifiez ce que vous consommez, parce qu'on peut vous faire même, à votre insu, consommer de la drogue, et malheureusement, on peut abuser de vous. À vous de faire attention et choisissez qui vous fréquentez et faites surtout attention. Malheureusement, ça y est partout, la drogue, et c'est devenu tellement envahissant que nos enfants doivent être très, très vigilants pour éviter de se faire piéger par leurs amis, ceux qui se disent leurs amis. Ce qui fait que, personnellement, quand je vais dans les écoles et je m'entretiens avec eux, dites toujours, quand un ami veut vous forcer à consommer, qu'un ami n'oblige pas son ami à faire ce qui n'est pas bien. Dites tout ça. Et s'il insiste, changez d'amis. Parce que ce n'est pas les seules personnes qui peuvent être vos amis, mais cherchez des personnes, parce que les mauvaises compagnies corrompent donc les bonnes mœurs. Donc il faut faire très très attention et choisir ses compagnies, choisir ses amis. Et là, on peut réussir sa vie. Merci beaucoup. Nous allons donc à présent passer à notre rubrique nutrition. Nous nous intéresserons à l'alimentation en lien avec la consommation de la chicha. Pour ce faire, quel régime alimentaire il convient d'adopter pour prévenir la consommation de la chicha? Est-ce qu'il y a des aliments, il existe des aliments qui peuvent ôter l'envie de consommer la chicha? Professeur Badoum. Moi, je dirais ce que j'en sais, mais parce que vous avez déjà vu qu'est-ce qui amène, il faut d'abord poser la question, qu'est-ce qui amène à vouloir fumer la chicha? Donc, il y a les comportements, comme on l'a vu, les comportements sociaux. Ces jeunes qui se retrouvent et qui consomment, qui mettent des fois de l'alcool à l'intérieur. Et quand vous regardez autour d'eux, plutôt, ils consomment tout, en fait. Ils consomment des chips, ils consomment de la viande. Voilà, donc je dirais un aliment qui empêche de consommer la chicha,
à ma connaissance, je n'en connais pas. Plutôt, ils sont poussés même à manger pendant qu'ils fument parce qu'ils se retrouvent tous ensemble. Et mais là, à prendre du poids. bah oui, puisque bon, souvent vous voyez ce qu'ils consomment, c'est pas souvent des aliments très sains, je dirais entre guillemets. Tout ce qui leur passe sous la bouche, voilà, c'est des grosses bouteilles de sucreries, c'est voilà, des biscuits, des chips. Ils se retrouvent en groupe et puis voilà, c'est posé au milieu. Bon, donc un aliment qui leur évite de consommer la chicha, pas à ma connaissance. Je ne sais pas si professeur Ouedraogo a une... J'évoque cela parce qu'on a entendu des fumeurs, des consommateurs qui disent « Je fume parce que après avoir mangé, tant que je ne fume pas, j'ai la nausée, j'ai des remontées. » C'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a pas de régime alimentaire pour ne pas fumer la chicha. Hein? Mais il y a une hygiène de vie pour ne pas fumer la chicha. Au fond, c'est ce que je vous disais tantôt, on ne rentre jamais par addiction sans un plaisir. Et quand on rentre dans une addiction, on va mettre en avant tout ce qui nous pousse vers la consommation de la drogue, en quelque sorte. Si je finis de manger, je vais dire que j'ai des nausées pour pouvoir fumer, au fond. Donc, c'est pour ça nous, on essaie d'identifier les facteurs qui poussent les personnes à consommer. Il y a des gens, dès qu'elles mangent, c'est ce qu'on appelle d'ailleurs dans le jargon, boire du café appelle la cigarette, par exemple. Quand quelqu'un finit de boire son café, il va fumer. Quand il finit de boire une bière, il va fumer. Mais il y a une association des éléments de la vie. Et fumer fait partie donc de cette association pour sentir ce bien-être qu'on a après avoir mangé, après avoir bu du café, après avoir bu de la bière en quelque sorte. Et la consommation de la chicha rentre en jeu. Il suffit simplement de déstructurer, bon, pas simplement, c'est facilement dit, mais il faut échanger avec le patient. Il y a une hygiène de vie à adopter, manger sain, vivre sain, respirer sain. Voilà. Et pendant le traitement, est-ce qu'il y a des aliments qui sont contre-indiqués? La prise en charge. Au tout début, et on fait attention pour ceux qui arrêtent parce qu'il y a la prise de poids qui arrive très vite. Hein. Donc on va dire aux gens de manger suffisamment à l'anglais le matin, hein, c'est-à-dire un bon petit déjeuner, un grand petit déjeuner, mais le repas du midi et le repas du soir, on va les réduire en quantité et on va amener des activités physiques pour essayer de brûler tout ce qu'il y a que l'organisme avait emmagasiné parce que la personne fumait. Donc, pour permettre à la personne de ne pas grossir. Hein. Sinon, il n'y a pas un régime spécifique comme ça. C'est surtout pour éviter la prise de poids qui survient dans 35% de ceux qui arrêtent la consommation de la cigarette essentiellement. Alors, nous sommes au terme de notre entretien. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous sommes au terme du temps qui nous était imparti. Nous disons merci au professeur Gisèle Badoum, professeur merci, et également au professeur Georges Ouedraogo pour les informations donc sur la chicha, le tabac, la drogue, la cigarette, et qui sans nul doute vont permettre à nos téléspectateurs de mieux comprendre ce phénomène et également de prendre les précautions nécessaires pour éviter la consommation et la dépendance. Également, nous disons merci à toute l'équipe de réalisation. Sur ce, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, à la prochaine pour un autre numéro de votre émission Santé pour tous.